Bonsoir, bienvenue à cette conférence Réussir son parcours professionnel. Je m'appelle Jean-Philippe Fauche, je suis exécutif MBA 2002. J'ai 18 ans d'expérience dans le conseil en évolution professionnelle et j'aimerais vous faire partager mon expérience en vous disant ce qui me semble important dans la conduite d'un parcours professionnel. J'ai identifié un certain nombre de facteurs clés de succès que j'ai appelés des invariants et j'aimerais, en moins de 45 minutes, vous présenter ces 5 invariants. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à télécharger donc les documents qui vous permettront de suivre cette conférence. Donc 5 invariants. Le premier invariant, c'est l'employabilité. Pour faire simple, c'est notre valeur ajoutée, perçue soit en interne, au sein de notre entreprise, au sein de notre service, au sein du département, soit perçue sur le marché. Le deuxième point, c'est le sens politique. Le sens politique, c'est notre capacité à comprendre les enjeux, les rapports de force, l'organigramme caché, à comprendre les jeux d'influence. Le troisième invariant, c'est le réseau. Le réseau, on va dire, c'est simplement notre capacité à entrer en relation pour dégager des éléments mutuellement enrichissants. Le quatrième invariant, c'est notre capacité à prendre du recul, notre capacité à nous extraire du champ, à nous extraire d'une situation pour mieux voir cette situation. Le cinquième point, c'est la capacité à apprendre. Et quand je dis la capacité à apprendre, ça va bien au-delà de la capacité à emmagasiner du savoir. C'est la capacité à apprendre, bien sûr, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de manager, de nouvelles stratégies. C'est aussi la capacité à désapprendre et c'est aussi la capacité à se remettre en cause. Et puis, il y a un sixième point qui est un point qui, je dirais, englobe l'ensemble de ces invariants. C'est un point qui est très important. Je vous en parlerai à la fin de cette conférence. Est-ce qu'il existe un ordre sur ces invariants? Oui, tout à fait. Il existe un ordre et c'est à vous de le mettre en fonction de votre situation. Si vous avez 28 ans et que vous créez une start-up, les points qui seront essentiels pour vous, ce sera votre employabilité, au sens la valeur marchande perçue par le marché qui vous entoure, et par exemple votre réseau, votre capacité à lever des fonds, votre capacité à trouver donc des intermédiaires, des distributeurs, votre capacité à trouver des clients. En revanche, si vous êtes dans un grand groupe, si vous avez 40 ans, on pourra dire que votre sens politique ainsi que votre capacité à développer votre réseau seront des éléments essentiels. Donc c'est à vous, en fonction de votre âge, de votre situation, de la taille de votre entreprise, de la culture de votre environnement, de mettre un ordre dans ces facteurs clés de succès, dans ces invariants. Prenons, si vous le voulez bien, l'ensemble de ces 5 points. Le premier point, l'employabilité. Il s'agit donc de notre valeur marchande perçue par notre environnement, en interne dans la structure de la société ou en externe sur le marché. Les éléments constitutifs de l'employabilité sont les compétences clés, les attitudes clés et la valeur ajoutée. Les compétences clés, pour faire simple, sont au nombre de trois domaines. D'abord, les compétences clés dans un domaine technique, c'est par exemple la connaissance des normes IFRS, la connaissance de l'anglais, la connaissance d'un ERP, la connaissance de SAP, d'un module de SAP. Les compétences fonctionnelles, c'est notre compétence dans des grands domaines de l'entreprise, comme par exemple la finance, le marketing, les achats, la production. Et nos compétences managériales, c'est notre compétence, par exemple, à gérer des budgets, à gérer des équipes. Les aptitudes clés, on va dire que c'est plus lié à notre savoir-être. Ce sont des traits de personnalité de notre comportement que nous avons mis en œuvre. Par exemple, le sens de l'organisation, la capacité à convaincre, la capacité à motiver, la créativité, le sens de la négociation. Ça tient plus du comportemental. Et le dernier point qui est essentiel, c'est bien sûr notre valeur ajoutée, qui est une des résultantes. Il s'agit donc de la plus-value que nous apportons à l'entreprise ou au marché, ce pourquoi elle nous paye. Par exemple, la capacité à ouvrir de nouveaux marchés, la capacité à mettre en place un système d'information, la capacité à restructurer une activité.
Ça veut dire que pour vous, sur ce premier point, il est essentiel d'être au clair par rapport à la valeur ajoutée que vous apportez à votre service, à votre département, au marché. Et de se dire finalement, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte. Il est essentiel d'être très au clair sur ça. C'est le premier point, le premier invariant qu'il me semble essentiel de bien maîtriser. Le deuxième invariant, c'est le sens politique. Au cours de mes années d'accompagnement, j'ai accompagné donc beaucoup de managers, et très souvent, je me suis rendu compte que j'étais en face de managers qui dégageaient une très grande valeur ajoutée, mais qui avaient très peu développé leur sens politique et qui ont connu des problèmes importants. À l'inverse, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient développé un sens politique très fort, qui avaient une valeur ajoutée, on va dire, incertaine, et qui s'en sont très bien sortis. Le sens politique est donc un élément essentiel. Et le problème, c'est que la valeur ajoutée, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, que vous voyez relativement bien, dont vous avez déjà largement entendu parler. En revanche, le sens politique, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait. On se doute que c'est important, mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. En fait, le sens politique, c'est avant tout un talent psychologique, avec le sens des rapports de force, l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire l'intelligence de situation, la capacité à comprendre une situation, le fait d'avoir une vision systémique, de comprendre l'ensemble d'un système et non pas uniquement la partie dans laquelle je me trouve. C'est aussi un talent relationnel, une capacité à travailler en réseau, une capacité à négocier. Quels sont les ingrédients du sens politique ? Il y en a beaucoup. J'aimerais citer la sensibilité aux ambiances, au climat, cette capacité de percevoir un peu une ambiance, de percevoir un climat et de ne pas être complètement avec des œillères fermées sur son projet, sur son travail. C'est aussi beaucoup de réalisme, la capacité à percevoir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. C'est aussi et beaucoup la capacité à identifier les circuits réels de prise de décision. Il y a des circuits officiels de prise de décision, et puis il y a des circuits officieux. C'est important de comprendre quels sont ces circuits officieux. On arrivera beaucoup plus vite à faire aboutir ces projets. C'est bien sûr aussi la capacité à détecter des communautés d'intérêts, des intérêts cachés. C'est important, si vous menez un projet, de savoir quelle communauté mobiliser autour de votre projet. Vous irez beaucoup plus vite. Si vous comprenez aussi les intérêts cachés des uns et des autres, vous aurez beaucoup plus les éléments pour faire avancer votre projet dans de bonnes conditions. Parmi les ingrédients du sens politique, il y a aussi le sens tactique. Mais le sens tactique, j'ai envie de dire mêlé à l'intuition. Le sens tactique, c'est la capacité à pouvoir agir sur quelque chose. Mais avec cette intuition, ça va nous donner, je dirais, une perception juste du sens tactique. C'est-à-dire que je vais faire la bonne chose au bon moment. C'est la capacité à travailler en réseau, à nouer des alliances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais pour mon projet me dire que là, je vais avoir intérêt à m'associer avec telle personne et telle personne, parce que lui aussi, ce projet va être porteur pour lui. C'est aussi, bien sûr, la capacité à gérer les conflits, à savoir quelle attitude tenir dans un conflit, à avoir une bonne maîtrise émotionnelle pour pouvoir, par rapport à ce conflit, prendre une certaine distance et savoir le gérer. C'est le dernier point, mais j'ai envie de dire un des plus importants, la capacité à gérer son N+1. J'aimerais là aussi vous faire part de mon expérience. J'entends très souvent dire mon N+1 en fait il ne m'apporte plus grand chose, en plus il est basé aux États-Unis, moi je suis en France donc je vois pas tellement l'intérêt d'entretenir des contacts fréquents avec lui, puis comme je l'ai dit il ne m'apporte pas grand chose. C'est une erreur absolument fondamentale. Notre N+1 est notre premier client, c'est absolument essentiel de se dire quelle est la valeur ajoutée que je lui apporte, qu'est-ce qui est important à ses yeux, qu'est-ce qui est important pour lui et comment le gérer. En plus, la compétence de notre N+1 ne nous appartient pas, elle appartient à notre N+2. C'est donc un faux débat. Et c'est important d'inverser le rapport, de ne pas dire « il ne m'apporte rien », mais finalement, quels sont ses intérêts à lui, qu'est-ce qui est important pour lui et comment, en fonction de ça, je dois agir. J'ai vu beaucoup d'échecs professionnels liés à la non prise en compte du N+1. Le troisième invariant que j'aimerais partager avec vous, c'est le réseau. Tous les points sont essentiels, tous les invariants sont essentiels, mais le réseau est particulièrement important.
Il s'agit d'un élément essentiel donc, dans les invariants. Pourquoi ? Parce que 80% des opportunités nous viennent par le réseau. Opportunités d'évolution en interne. Je suis au sein d'un groupe important, j'aimerais évoluer au sein de ce groupe. Il va falloir que je puisse activer mon réseau interne pour trouver un nouveau poste ou un nouveau job. Si j'attends de voir donc les fiches de poste interne, je risque d'arriver dans 9 chances sur 10 beaucoup trop tard. Évolution externe, c'est aussi essentiel. Tout particulièrement si je veux changer d'activité, de secteur, si je veux faire un nouveau job, là on peut dire que le réseau va servir à 100%. Si je veux reprendre une entreprise aussi, le réseau va être absolument fondamental. Si je veux m'associer avec quelqu'un, trouver un partenaire complémentaire, trouver un partenaire financier, le réseau va être un élément essentiel. Or, nous avons tous un réseau amical, professionnel, social, sportif, et nous devons l'utiliser pour faire aboutir nos projets. Et là, j'aimerais aussi vous faire part de mon expérience. Je me suis souvent rendu compte que, en général, il nous paraît naturel d'utiliser notre réseau pour tout ce qui nous est proche, pour trouver un bon restaurant, pour trouver donc un appartement à louer, pour trouver un ostéopathe. Je vais demander à mon réseau, tiens, est-ce que tu connais un bon restaurant dans tel quartier, etc. On le fait naturellement. Mais dès qu'il s'agit d'un environnement professionnel, on a beaucoup plus de barrières. Or, en fait, c'est absurde. Il faut savoir lever ces barrières. Il faut savoir demander. Les gens adorent être sollicités. À partir du moment où vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous allez valoriser cette personne. Là aussi, j'aimerais vous faire part de mon expérience. Il est essentiel de savoir bien utiliser son réseau. Et j'ai vu beaucoup de gens planter leur réseau en n'utilisant pas correctement cet invariant. Alors, comment faire pour utiliser votre réseau de façon optimale? Je dirais deux choses. D'abord, en adoptant l'attitude réseau et deuxièmement, en respectant le code réseau. L'attitude réseau, j'ai envie de dire que plus qu'une attitude, c'est une posture de vie qui est basée sur beaucoup de choses, qui est basée sur la curiosité, l'ouverture d'esprit, le fait de s'intéresser aux gens, l'intérêt pour l'autre, l'intérêt sincère pour l'autre. Je vais m'intéresser à l'autre, je vais le faire parler, l'autre va être ravi de parler, comme je l'ai dit, c'est un moyen pour lui de se valoriser. La durée dans le temps. Un réseau, c'est pas une activation, j'allais dire, one shot, c'est-à-dire que j'ai besoin à un moment donné d'activer mon réseau, je vais le faire, et puis après je vais arrêter, je vais le mettre en sommeil. C'est important de se dire que c'est un travail de longue haleine, où je vais donc investir pour pouvoir avoir après donc un retour sur investissement. C'est aussi le fait de donner avant de recevoir. J'aimerais insister sur ce point. Beaucoup de gens se grillent dans l'utilisation de leur réseau en allant tout de suite voir quelqu'un en disant j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, avec un côté très utilisateur. Ce côté utilisateur repousse pas mal. Donc c'est absolument essentiel d'aller d'abord avec cette attitude réseau, avec cette ouverture, avec cet intérêt sincère pour l'autre. Une fois que j'ai cette attitude, j'ai envie de dire donc cette posture réseau, il y a aussi un code réseau à respecter. Ce code, je vais être clair, c'est du bon sens, étant dit c'est toujours important de le revoir. Ça consiste d'abord à parler très peu de soi. Alors c'est vrai que ça peut être contradictoire parce que si je vais voir quelqu'un parce que j'aimerais développer un projet, j'aimerais éventuellement changer d'activité, changer de secteur, changer d'entreprise, je vais d'abord parler de moi. En fait, je peux tout à fait parler de moi, mais il faut que lorsque je rencontre un interlocuteur, je parle de moi pendant peut-être 15 à 20% du temps et que lui parle 80% du temps pour pouvoir s'intéresser à lui, le faire parler, apprendre un certain nombre de choses, de points importants qui m'ont échappé dans mon scope. Et après, pouvoir, une fois que j'ai fait parler cette personne, demander des introductions pour pouvoir mener mon projet. Faire parler donc mon interlocuteur sur son domaine de compétences, s'intéresser à lui, et aussi être clair sur ce que l'on attend. Est-ce que ce que j'attends, c'est des conseils, c'est une introduction? Beaucoup de gens ont grillé leur réseau en arrivant un peu le nez en l'air en voyant leur réseau, et ils me disent, bah voilà, j'ai vu mon réseau, mais en fait, j'étais pas tout à fait prêt, est-ce que je peux aller les revoir? Donc, il est quand même essentiel de pouvoir préparer
de pouvoir, avant d'activer son réseau, de se dire quel est mon projet, qu'est-ce que je veux faire, je veux changer d'activité, je veux changer de secteur, pourquoi je veux le faire, quel est mon ciblage, je cherche une reprise d'entreprise, dans quel secteur, dans quel environnement, de pouvoir cibler ce qu'on veut faire pour avoir une demande facilement compréhensible par son interlocuteur. Le code réseau consiste aussi à avoir des habitudes, je dirais, de comportement, ou plus précisément des habitudes de communication. Une étude a été faite au niveau mondial pour savoir quels sont les facteurs clés de succès d'une communication réussie, et il en est ressorti là aussi des invariants. Quels sont ces invariants? C'est être simple, précis, courtois, direct. Alors, bien sûr, si vous êtes dans un environnement plutôt asiatique, vous allez mettre le courtois en premier. Dans un environnement anglo-saxon, le précis direct en premier. Mais peu importe l'ordre, adaptez-le à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ce qui est important, ça va vraiment être de respecter ces invariants de communication. Toujours dans le code réseau, il va falloir être en mesure de se présenter, de présenter son projet de mobilité, son projet de rachat d'entreprise, son projet de mobilité, son projet d'évolution en 4 minutes. L'erreur consiste à parler de soi, à se présenter pendant une demi-heure de façon chronologique. Je vous garantis, il n'y a rien de plus ennuyeux pour votre interlocuteur. Et se présenter de façon claire en 4 minutes en insistant sur la valeur ajoutée qui est la vôtre, ça demande beaucoup de préparation. Donc tout ce travail va demander bien sûr une préparation amont importante. Autre point, dans la démarche réseau, il est essentiel d'avoir une démarche qualitative et non pas quantitative. Ça ne sert à rien de voir 400, 500 personnes. Il est important de faire un travail au départ de spécification. Je veux racheter une entreprise, je veux évoluer vers tel type de fonction. Donc j'ai identifié un certain nombre de personnes qui sont clés et à partir de là, je vais mener une démarche qualitative qui va me permettre, en passant de lien fort en lien fort, de faire aboutir mon projet, ma démarche. Et puis bien sûr, lorsque vous êtes en entretien réseau, c'est essentiel d'arriver à mesurer le temps pour, lorsque vous sentez que votre interlocuteur, si je puis dire, le time over, lui dire voilà, merci beaucoup pour tout ce temps que vous m'avez consacré. J'ai une dernière question à vous poser. Quels sont les gens que vous connaissez qui pourront à leur tour m'apporter des conseils pour faire aboutir ce projet? Demandez à mon interlocuteur ces liens forts des introductions. Voilà les points qui me semblent essentiels de suivre pour bien respecter votre réseau et faire en sorte que ça puisse que vous puissiez mener votre projet. Le quatrième point que j'aimerais partager avec vous, c'est la capacité à prendre du recul. J'aimerais vous dire qu'au cours de mes années d'expérience professionnelle, d'accompagnement de managers, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai travaillé pendant des années jour et nuit, j'ai travaillé le week-end et j'ai pas vu le mur venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est essentiel, même si on est débordé, même si on a beaucoup de travail, de s'extraire du champ pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur et pour ne pas se prendre le mur. Parce que si on fonce tête baissée, tôt ou tard, on se prendra un mur et ce mur peut faire très mal. Donc, prendre du recul, comme je l'ai dit, pour ne pas prendre le mur, bien sûr aussi pour d'autres raisons, pour faire le point, pour se dire finalement où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me reste à faire. Se ressourcer, lorsqu'on est investi à fond sur un projet, il est essentiel à ce moment de retrouver donc de la vitalité, de se ressourcer, de prendre du recul, de prendre conscience de ses acquis, de dire finalement j'avais le nez dans le guidon, j'avais pas l'impression d'avancer, j'avais pas l'impression d'avoir les compétences requises, mais je me rends compte que finalement ce projet avance bien, ce projet se déroule bien. Prendre conscience d'une situation, finalement quel est mon contexte, quel est mon environnement, parce que je suis un peu dans ce projet, j'ai pas tellement pris le temps de regarder dans quel environnement s'inscrivait ce projet, et s'il y a aussi un point essentiel que j'aimerais faire passer, c'est le contexte de votre projet est aussi important que votre projet. Donc la capacité à prendre du recul va vous permettre de prendre conscience de l'environnement dans lequel votre projet avance, qui donc, je me répète, est aussi important, si ce n'est dans certains cas plus, que votre projet.
Reprendre confiance, si vous êtes sur une mission délicate, sur un projet qui est extrêmement dur, on peut à certains moments ne plus être en forme, et le fait de prendre du recul permet de mesurer le chemin accompli et de reprendre confiance, et puis tirer les enseignements d'une expérience. Comment prendre du recul? Il y a différentes façons, il n'y a pas une façon de prendre du recul, il y a tas de façons, vous l'avez certainement déjà expérimenté, en faisant un break, vous dites voilà, je m'accorde un break, en faisant un bilan personnel, professionnel, en rencontrant des gens. J'ai envie de dire, lorsque vous rencontrez des gens, évitez de rencontrer toujours les gens qui sont dans votre même environnement professionnel, rencontrez des gens qui n'ont rien à voir, rencontrez des gens qui vous sortent complètement du cadre, rencontrez un de vos copains qui est artiste et qui va vous parler de ce qu'il fait. Sortez complètement du cadre, dans la plupart des temps, vous trouverez donc la bonne solution à votre problème en sortant du cadre dans lequel vous êtes. En faisant une formation peut être un bon moyen de prendre du recul. En voyageant, en étant ouvert à différentes approches, à différentes cultures, en s'accordant du temps à soi, c'est certainement un luxe, mais c'est un moyen qui est absolument essentiel pour arriver donc à se ressourcer et pour arriver à mener à bien ces projets. Le 5e point que j'aimerais partager avec vous, c'est la capacité à apprendre. Alors, cette capacité à apprendre va bien au-delà de la capacité à apprendre des techniques. Bien sûr, il faut connaître des techniques, c'est important de connaître un certain nombre de normes, bien sûr, mais ça va bien au-delà. C'est aussi la capacité à apprendre, par exemple, un nouveau style de management. C'est aussi la capacité à apprendre une nouvelle approche stratégique. À apprendre ce qu'on appelle par exemple la stratégie océan bleu. Pendant des années, nous avons été dans la stratégie océan rouge. De nouveaux concepts émergent, stratégie océan bleu. C'est une approche qui est complètement différente. Il faut que j'apprenne cette nouvelle approche si je veux arriver à sortir du cadre et si je veux arriver à pouvoir demain mener mes projets dans un environnement qui bouge très vite. C'est une capacité, donc j'ai presque envie de dire que c'est plus la capacité à se remettre en cause dans ses pratiques qu'une capacité à emmagasiner des savoirs. J'ai envie de dire aussi c'est une attitude de vie, une posture qui consiste à apprendre pour désapprendre, pour mettre en œuvre d'autres approches. C'est, j'ai envie de dire aussi, et vous l'avez compris, une capacité à se remettre en cause. Alors, comment apprendre? Là aussi, il y a des façons d'apprendre. Ça peut être en faisant une formation, ça peut être en lisant. Moi, je conseille très souvent d'aller se promener dans les grands magasins, dans les librairies, de jeter un coup d'œil donc sur les livres. Et souvent, on fait de belles découvertes. On découvre des pépites. Et ces pépites peuvent nous apporter énormément dans notre façon de mener notre travail. Donc, en lisant, en assistant à des séminaires, en partageant d'autres expériences. Là, par exemple, par le réseau, je vais pouvoir rencontrer un certain nombre de gens et leur faire partager des expériences. Tiens, toi, tu fais comment? Moi, j'ai été confronté à tel type de problème. Comment tu fais? Aussi, et là, j'ai envie de vous donner donc un conseil, c'est en sortant le plus souvent possible de votre bureau. Le bureau est un espace qui est souvent un peu monotone, c'est l'endroit où on va tous les jours, et c'est rarement dans notre bureau que nous avons de bonnes ou de nouvelles idées en tout cas. On a plutôt tendance à répéter ce qu'on fait. Donc je vous invite vraiment à sortir souvent de votre bureau pour essayer de capter des nouvelles idées, pour capter le monde. Le monde vient rarement dans notre bureau, c'est à nous d'aller, en sortant de notre bureau, vers le monde. J'avais évoqué un 6e point. En fait, c'est pas un 6e point réellement, c'est presque, c'est pas une posture de vie, c'est, j'ai envie de dire, une motivation profonde, un sens. C'est l'envie d'avoir envie, c'est la motivation que l'on a à faire quelque chose. Parce que si vous mettez en œuvre tous les invariants, tous ces 5 invariants, et si vous n'avez pas envie de le faire, ou si ça ne fait pas du sens pour vous, ça ne marchera pas. Donc c'est absolument essentiel d'être motivé pour votre projet. Comment découvrir son envie?
Là aussi, il y a des tas de façons de le faire. Moi, je vais vous citer quelques exemples, mais c'est à vous de trouver votre façon. C'est en cherchant sa cohérence. Sa cohérence, c'est ce qui fait du sens pour nous. En général, son premier job, on l'a en sortant de l'école un peu par opportunité. Et puis, la vie passe vite, et puis on se retrouve 5 ans, 10 ans dans le même environnement. Et on ne s'est pas tellement posé la question du cohérence, la question du sens. Et c'est important de pouvoir se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y a toujours des petits trucs. Moi, j'ai envie de vous dire, en fait, ce qui est important, c'est d'écouter notre voix interne. On a tous une petite voix qui est en nous, mais cette voix, on ne l'écoute pas parce qu'on n'a jamais le temps de l'écouter, parce qu'on va très vite, parce qu'on fonce, on a des tas de choses à faire. Mais si on prend le temps d'écouter cette voix interne, par exemple en faisant un break, par exemple en se ressourçant, par exemple en prenant du recul et de la hauteur, on va entendre notre voix qui petit à petit va nous parler et va nous indiquer le chemin qui est important. En faisant remonter nos motivations. En général, plus ça va avec le temps, plus on cherche à comprendre nos motivations, à voir ce qui est important pour nous, pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir dire voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui compte. Là aussi, j'aimerais vous faire partager mon expérience. Je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, les réussites professionnelles, et quand je dis réussite professionnelle, c'est le fait d'être à l'aise, d'être heureux dans ce qu'on fait, était lié avec le lien entre le travail que l'on fait et notre motivation profonde. C'est-à-dire que plus le job que l'on a un lien avec notre motivation profonde, plus on réussit. Pour une raison très simple, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Comme on aime ce qu'on fait, ça nous paraît naturel, on le fait bien, et donc on réussit à faire ce que l'on fait parce que c'est naturel pour nous. Et j'ai vu beaucoup de dysfonctionnements professionnels dus à un décalage profond entre les motivations profondes des intéressés et le job qu'ils faisaient. J'aimerais aussi citer ce point qui est cher donc à Alain Nebout et qui a mis en évidence cette notion d'identité professionnelle profonde. Nous avons tous une identité professionnelle profonde et c'est important de pouvoir la capter pour pouvoir tout simplement mettre notre vie professionnelle en adéquation avec le job que l'on fait. Et c'est pour ça que ce dernier point est un point qui pour moi est très important et va bien au-delà des 5 invariants. C'est-à-dire que si vous appliquez les 5 invariants sans tenir compte de vos motivations, sans écouter votre voix, sans être en cohérence avec vous-même, vous risquez de ne pas obtenir le résultat que vous escomptiez. J'aimerais terminer en vous citant cette phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase de Goethe. À partir du moment où l'on s'engage vraiment, la providence se met aussi en mouvement. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. Goethe. Je vous remercie de votre écoute.